Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée de la plateforme culturelle virtuelle Aînée. À vous qui nous regardez sur Facebook et à vous qui êtes ici dans la chambre de Zoom. Alors, nous avons intitulé cette soirée Médecins au temps de la Covid, même si derrière moi c'est écrit au temps du Covid. Euh, un regard à travers l'océan parce que, bon, nous avions jusqu'ici toujours beaucoup d'invités qui venaient d'Europe. Un focus sur des expériences faites au Canada. Comme vous le saurez peut-être, cette plateforme est née en fait par le désir de plusieurs personnes que durant cette période de confinement, notre regard ne se bloque pas, ne soit pas emprisonné dans les quatre murs de notre appartement, de notre maison. Nous voulions que notre horizon continue à s'élargir. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait un grand saut dans cet élargissement de nos horizons, puisque nous allons jusqu'au Canada. Et nous y allons pour rencontrer deux médecins. Je vous les présenter un peu plus tard. Mais je voulais avant tout dire une chose. Cela fait exactement un an que l'OMS a qualifié l'épidémie de la COVID-19 comme une pandémie. Donc c'est un peu un anniversaire, entre guillemets, que nous voulons fêter aujourd'hui. Probablement un triste anniversaire parce qu'on peut se dire qu'on peut vérifier un petit peu comment nous avons commencé cette période-là et avec quels espoirs nous avions et comment nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est un peu ça qu'on veut faire comme test aujourd'hui, en quelque sorte. Et pour nous aider, nous avons deux médecins qui habitent à Montréal. Avant tout, nous avons le docteur Marc Bazic. Bonsoir, docteur Marc. Bonsoir, Jean-François. C'est un Bonsoir. plaisir. Merci. Donc, vous êtes chirurgien, oncologue. Vous travaillez à l'hôpital juif de Montréal et vous travaillez avec des patients qui souffrent évidemment de cancer. Et vous avez dû donc aussi décider quelles étaient les opérations à effectuer durant cette période du Covid, lorsque les hôpitaux probablement travaillent dans un régime un peu différent. Mais ça, nous allons le comprendre avec vous. Et aussi avec nous, le docteur Cristiano Ferrario, qui est diplômé à l'Université d'oncologie de Milan, et puis qui s'est transféré à Montréal, où il a travaillé pour la recherche, les recherches cliniques en cancer du sein et de la prostate. Et actuellement, vous travaillez un peu pour la recherche clinique et vous êtes impliqué dans plusieurs essais cliniques. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous nous raconterez un petit peu ce que vous faites en fait aussi. Et avec nous, nous avons pour m'aider ce soir Marta Chipolo, qui m'aidera justement à conduire cette soirée. Vous êtes de Toronto, Martha. Vous êtes journaliste et maman de 4 enfants. Voilà. Alors, ça, c'était pour les présentations. Alors, je vais poser certaines questions et puis je vous propose que vous soyez tous les deux un peu à... Oui, Martha, bonsoir. Hein. Je ne vous ai pas donné la parole, pardon. Merci d'être avec nous, Martha. Voilà. Et donc, un peu les questions que je voulais vous poser. Avant tout, je voudrais comprendre un petit peu ce qui a changé pour vous de façon structurelle, peut-être dans le monde des hôpitaux au Canada, dans votre façon de travailler, dans votre modalité d'approche du travail et dans l'organisation en général des hôpitaux. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu, mais cette pandémie, hein, à quoi vous a-t-elle obligé? À quel changement vous a-t-elle obligé? Alors, on va commencer d'un point de vue structurel, peut-être, de votre travail. Je ne sais pas qui veut commencer, docteur Marc ou docteur Cristiano, comme vous voulez. Marc, peut-être. Cristiano, allez-y. Ok, bonsoir. Je vais commencer alors. En effet, je suis oncologue. Je travaille comme oncologue médical à Montréal. Je suis d'origine italienne, comme tu l'as dit. Je m'occupe des patients qui ont des cancers, surtout des cancers avancés. Et ma spécialité, si on veut, c'est surtout dans un contexte académique, d'offrir des protocoles de recherche pour les patients qui souffrent de cancers plus complexes, plus sérieux qu'en moyenne, et pour lesquels on cherche toujours de nouveaux traitements, des médicaments nouveaux. Donc, c'est une profession un peu particulière, une niche particulière, si tu veux,
Et bien sûr, moi, je n'étais pas comme impliqué directement dans les soins des patients affectés de la COVID, non. Mais je crois que le point de ce soir est peut-être de parler un peu aussi de toutes les implications, non, que la COVID nous a forcé à faire face, non, dans les hôpitaux, comme dans un point de vue personnel pour chacun de nous qui est ici ce soir, non pas seulement pour les médecins. Et donc, ce qu'on appelle des fois le dommage collatéral, non, de la COVID, les patients qui, même sans avoir attrapé l'infection, ont été affectés personnellement et peut-être même dans le type ou dans leur parcours de soins. Par exemple, non, pour nous, en soignant les patients qui ont des cancers sérieux, qui font de la chimiothérapie, qui ont souvent un système immunitaire qui est déjà compromis par leur maladie ou par les traitements qu'ils reçoivent, dès le début, on avait comme notre priorité était de les protéger le plus possible et de continuer à être aussi des porte-parole, des avocats, si on veut dire, pour les besoins de ces patients-là qui étaient encore là. C'est à un moment donné, comme peut-être moi, je suis un peu gâté dans le sens que tout le monde a toujours peur du cancer. On a fait beaucoup de recherches, on parle beaucoup de lever des fonds pour les cancers, tout ça. Donc, moi, j'étais un peu habitué que mes patients soient toujours un peu la priorité, même pour l'hôpital. Non? Et c'était comme pour la première fois, il y avait une priorité plus urgente, plus pressante, même pour l'hôpital, à gérer. Et ça semblait peut-être menacer un peu, non, si tu veux, la possibilité pour nous de continuer à donner les soins nécessaires pour nos patients. Et donc, dès le début, ça nous a mis dans une situation un peu de stress, on peut dire. C'était pas mal inconnu. On ne savait pas trop bien c'était quoi vraiment le risque pour nos patients. Le risque de l'infection versus le risque de retarder des traitements, de venir moins souvent à l'hôpital qu'on était habitué à faire. Donc, ça, c'était peut-être le premier aspect. En effet, quand la pandémie a commencé, pour moi personnellement, comme j'avais beaucoup la question si c'était comme si c'était nécessaire, non, que je m'embarque à aider directement pour les soins des patients avec la COVID, qui était comme de l'hôpital toujours, on avait cette invitation à se candidater, non, pour aider pour les étages avec les patients avec la COVID. Mais moi, je me suis rendu compte tout de suite que le besoin qui était peut-être ce que je devais suivre et continuer à servir, c'était vraiment les besoins des patients atteints du cancer qui continuaient à être là, qui contenaient. Le cancer n'était pas en vacances à cause de la COVID. On ne pouvait pas mettre en pause, non, sur les besoins de ces patients-là. Alors, même avec, si tu veux, une certaine mortification, j'ai compris que ma place était de rester là où j'étais, et de continuer à faire ce que je faisais auparavant, mais comme en réajustant la réalité pour moi et pour ces patients-là, en tenant compte de cet facteur qui était important, comme la présence du virus dans la vie de l'hôpital aussi. Par exemple, dans les premières semaines, tout de suite, moi, j'ai aidé à vérifier la liste de tous les patients qui étaient en train de faire des chimiothérapies par intraveineuse pour voir s'il y avait des patients où les bénéfices de ce traitement-là étaient peut-être moins importants et si les patients étaient âgés ou avec beaucoup de comorbidités, s'il n'était pas le cas pour ces patients-là de mettre en pause leur traitement ou de chercher des alternatives qui peut-être puissent affecter moins le système immunitaire, non, ou des alternatives de traitement par la bouche au lieu que par intraveineuse. Donc, c'était, comme on l'a dit, une nouvelle façon de faire de la médecine personnalisée, non? On parle beaucoup, surtout en oncologie, de médecine personnalisée, de traitements ciblés, non? Et dans ce contexte-là, cibler les traitements, ça impliquait de tenir compte du contexte de la COVID, non? Du contexte de la COVID et des risques que la COVID posait pour chacun de nos patients versus les besoins plus ou moins urgents de continuer les traitements de chimiothérapie ou des autres types de traitements. Et aussi s'il y a des alternatives pour l'instant assez sécuritaires. Donc, des fois en oncologie, on s'habitue pas mal à des protocoles où on a certains standards qui on suit de manière, des fois même un peu automatique, si tu veux. Et c'était clair que c'était le moment de devenir un peu plus créatif, un peu plus ouvert, de réviser la manière usuelle de faire les choses pour vérifier à chaque étape comment ça pourrait être indiqué de changer les choses si possible pour chaque patient.
En particulier, après, comme tu l'as dit, mon expertise est surtout celle de faire, des offrir aux patients des essais cliniques, non, qui sont des protocoles de recherche. Et donc, à un moment donné, on s'est posé la question si on n'a pas les ressources normales de l'hôpital pour faire les soins standards. Non? Est-ce que ça reste encore indiqué, ça reste encore éthique, non, de continuer à faire des essais cliniques, à mettre des efforts et des énergies pour offrir aux patients des traitements qui ne sont même pas des standards, dont l'efficacité n'est pas claire. Et de la même manière, si tu veux, on a révisé, on a passé un par un tous les protocoles qu'on avait ouverts pour voir s'il y avait des protocoles qui étaient, qui, selon nous, pouvaient offrir des bénéfices mineurs ou majeurs aux patients ou qui étaient pour des patients qui vraiment n'avaient pas des autres chances à essayer ou qui puissent offrir des traitements dont l'efficacité était déjà bien connue et pour des patients qui ne pouvaient pas attendre la fin de la pandémie, non, pour essayer ces traitements-là. Donc, ça, c'était un peu ce que j'ai vu, comme la pandémie, même sans traiter directement les patients affectés du virus, m'a forcé, si tu veux, un peu à réviser la manière usuelle de faire les choses pour chaque patient. Marc, est-ce que tu veux continuer? Oui, moi je suis chirurgien, alors c'était un peu différent. La première chose, évidemment, mais comme dit Christiane, tout a été bouleversé, tout a essentiellement a été changé et il fallait s'adapter, il fallait s'adapter jour le jour. Les choses changeaient très rapidement, surtout au début. On ne savait pas où est-ce qu'on allait et qu'est-ce qui allait se passer. Donc, le Québec, tous les hôpitaux ont été mis un peu sur garde et l'idée, c'était de faire de l'espace, de créer de l'espace pour la vague de COVID, des patients avec le COVID qui s'en venait. Vague qui est venue, peut-être moins grande qu'on le pensait, mais quand même qui est venue. Je pense qu'on a eu dans notre hôpital au-dessus de 100 patients COVID au maximum hospitalisés à un certain moment, dont environ 30, et en plus une trentaine aux soins intensifs. Alors, pour faire cet espace, on a dû faire du délestage, on a dû déplacer les personnes, changer leur emplacement, leur travail, etc. Et la salle d'opération, c'était une chose qui évidemment a dû changer complètement. On a arrêté toutes les opérations non urgentes et on a créé un comité pour décider chaque jour qui allait être opéré le lendemain. Et en plus, on a créé les salles, on a physiquement changé les salles d'opération pour qu'ils soient, disons, COVID-proof, c'est-à-dire pour accueillir les patients qui auraient le COVID ou bien qui auraient possiblement le COVID. Donc, beaucoup d'infirmières sont parties dans d'autres départements de l'hôpital pour aider sur les étages de COVID ou bien dans les centres de longue durée où il y avait des résidences de personnes âgées pour aider. Aussi, le personnel est allé là. Et donc, on a diminué environ au début presque à rien du tout, juste les opérations super, super urgentes. Et là, il fallait décider. Il fallait décider qu'est-ce qui était urgent, qu'est-ce qui n'était pas urgent. Donc, les traumatismes, les chirurgies de vie, de mort, c'est évident que ça passait. Mais là, ensuite, c'était un peu moins évident quand il y avait, par exemple, les chirurgies oncologiques, les chirurgies du cancer, ce dont moi, je m'occupe du cancer du sein. Et alors, on m'a demandé de siéger sur ce comité comme représentant un peu de l'oncologie des chirurgiens pour trier essentiellement les chirurgies de cancer, lesquelles étaient urgentes, lesquelles ne l'étaient pas. Donc, il fallait s'organiser, il fallait être en contact avec tous les chirurgiens ou la plupart des chirurgiens pour leur demander jour le jour qu'est-ce qui se passait, qui était la priorité et qui ne pouvait plus attendre. Et on appelait ça des chirurgies semi-urgentes. Alors, c'était la première fois que je faisais partie d'un comité comme ça, évidemment, un comité qui était conçu de façon urgente. Et une belle expérience dans le sens que je suis devenu ami avec ces gens-là et aussi avec mes collègues que je côtoyais dans les corridors de temps en temps aux réunions. Mais maintenant, il fallait que je les connaisse un peu plus pour comprendre un peu plus quelle était leur priorité, leurs patients et qu'on soit en contact assez souvent. Donc, moi, j'ai trouvé ça une expérience nouvelle et enrichissante, en effet. Donc, pendant 2 semaines, on a arrêté quasiment
toutes les opérations, sauf celles qui étaient très urgentes. Ensuite, après ça, on a vu qu'on avait un peu d'espace. Alors, on a commencé un peu à ouvrir disons à 30, de 10 à 30% les salles d'opération. Et là, évidemment, il fallait trier, il fallait juger chaque cas. Et c'était une expérience parfois difficile. On n'avait vraiment pas de critères établis. C'était un peu regarder les patients, parler aux médecins, essayer de comprendre la maladie. Moi, j'ai appris un peu sur l'impact des délais sur l'oncologie, sur le développement des cancers, cherchant toujours des statistiques sur ce sujet. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Et donc, on a continué ce comité pour jusqu'en été. On a commencé il y a un an. En juin, on a arrêté parce qu'à ce moment-là, on avait déjà ouvert, la première vague était terminée, on avait ouvert les salles d'opération environ à 80%. Malheureusement, on a recommencé, reformé ce comité en automne, à la fin d'automne, vers novembre, où la deuxième vague a pris un grand essor. Et encore une fois, on a dû faire du délestage, diminuer les salles d'opération à 50%. Maintenant, on est revenu environ à 70%. Donc, c'est clair qu'il y a eu des retards. Mes collègues disent qu'ils voient des cas maintenant en oncologie qui sont plus avancés qu'avant. Les gens en ont souffert et c'est des dommages, comme disait Cristiano, collatéraux. D'un côté. Du deuxième côté, la clinique a complètement changé parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait plus voir entasser les patients un après l'autre aux 5 à 10 minutes. Il fallait créer de l'espace. Et il fallait finalement tenter, on l'a conseillé autant possible de ne pas voir les patients à l'hôpital, mais de téléphoner. Donc, la soi-disant télémédecine a pris un essor incroyable. On a passé des journées à téléphoner, passer des journées au téléphone essentiellement avec nos patientes pour leur demander comment ils allaient et organiser le suivi. Et ça a duré environ 3 mois, encore une fois, jusqu'en été où, disons, la première vague s'est estompée. Et c'était une autre expérience, évidemment, ce n'était pas le même contact. Et à un certain moment, moi, j'avais marre, en tout cas, il fallait voir les patients. Et à un certain moment, en juin, j'ai dit, assez, c'est assez, je vais commencer à les voir, mais déjà la vague était passée en grande partie. Et on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de temps à faire la télémédecine. On pensait que ça serait beaucoup plus vite, un téléphone, mais en effet, c'était le contraire. Il y avait beaucoup d'embûches administratives, on passait du temps et c'était beaucoup plus laborieux. Les ordinateurs, il fallait tout qu'on ait les ordinateurs en place, etc. Donc, c'était une médecine complètement différente. Quand ça a recommencé, disons, en été, un peu à ouvrir les cliniques et tout ça, pour moi, ça a été une belle... Il y avait un désir qui est né, un désir de passer plus de temps avec les patients. Il y avait comme, je ne sais pas si c'était comme un manque, mais de passer plus de temps avec. Et je me suis efforcé. Premièrement, c'était aussi la logistique. Il ne fallait pas avoir autant de patients, il fallait avoir moins de patients. Donc, d'un côté, on voyait moins de patients, d'un autre côté, on prenait plus de temps avec chaque patient. Et ça, c'était une chose positive, finalement. Et je me rappelais toujours de les demander, mais comment ils ont vécu cette période de COVID? Et il y a eu des conversations intéressantes, plus profondes, disons, qu'avant. Donc, il y avait ce regard sur la personne qui était comme, qui était, selon moi, plus riche, plus vrai. Alors, moi, j'ai vécu ça de cette façon. Oui, vous avez déjà parlé de beaucoup de choses, en fait. Alors, je pose des questions en partant de ce que vous venez de dire maintenant. Donc, Cristiano parlait de la créativité qui était née en ces temps-là. Je voudrais comprendre la créativité, par exemple, dans le domaine médical ou dans le domaine hospitalier plutôt. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui était propre à ce temps de la Covid, ou bien c'est quelque chose qui est possible en général et qui serait obligatoire toujours d'être ouvert au changement, ou bien alors ça doit être une structure hospitalière qui doit être bien claire, avec des protocoles clairs. Et donc, dans ce sens-là, qu'est-ce que le phénomène de la Covid a apporté pour un changement ou pas, justement? Et pour moi, ça c'était l'aspect que j'aimais le plus, ça de la Covid, dans le sens que
c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine rigidité dans les structures, non? Moi, je fais un peu d'allergie à la structure. J'aime pas trop non, qui pour faire des changements, on doit passer 2000 comités, 2000 permis, et les formulaires, et la chose qui était vraiment enthousiasmante pour moi de cette situation-là est qu'on avait une idée, on l'a proposé, on pouvait tout de suite l'appliquer. Non, c'était comme l'urgence imposée par la situation a créé une certaine flexibilité, ouverture, non, à tous les niveaux pour changer les choses immédiatement si on avait des propositions qui étaient intéressantes, qui étaient valables. Non? Et ça, c'est un aspect que c'est sûr que moi, j'aimerais garder, non, même dans un contexte de normalité quelconque après la pandémie, si on veut, non, qu'on puisse garder cet aspect de facilité à changer les choses là où on a de bonnes idées, on a des façons meilleures de faire les choses ou plus adéquates à la situation présente. Oui, mais cette liberté, justement, cette plus grande liberté, entre guillemets, donnée aux médecins, c'est un gros risque. Alors, je prends cet exemple-là parce que je pense que c'est la même chose dans la société en général. Hein. Souvent, on a peur de la liberté parce que la liberté est un risque. Mais là, dans le point de vue médical, c'est encore plus fort parce que vous prenez des libertés qui on joue avec la santé, la vie et la mort, en fait, des personnes. Donc, je voudrais comprendre bien où se trouve la balance entre cette responsabilité, cette liberté et la responsabilité aussi. C'est une très belle question là, bien plus profonde que ma réponse. mais dans le sens que, par exemple, j'y reviens dans une autre manière. La chose qui m'a frappé aussi est que dans ce contexte-là, toute l'humanité de l'équipe soignante, si tu veux, est sortie d'une manière plus claire, moins filtrée, à tous les niveaux, les médecins, les infirmières, les secrétaires, les administrateurs, les travailleurs sociaux. Et on voyait comme les capacités de chacun et même les peurs de chacun. Chacun a réagi d'une façon différente qu'on ne pouvait pas contrôler, non? Il y a certains collègues qui semblent avoir peur plus que les autres, non? Et ce n'est pas une chose qui, à un moment donné, moi, j'étais rentré un peu dans un mood, comme on dit, comme j'ai jugé un peu les réactions de mes collègues, non? Mais on s'est rendu compte qu'il y a un aspect comme mystérieux de liberté qui est très intime, non? De la façon que chacun de nous réagit face à la difficulté. Il y avait des secrétaires qui personne, non, tout le monde parle des docteurs, des infirmières comme les héros de la pandémie, mais moi, j'avais tous les secrétaires qui étaient là en première ligne à faire le check-in des patients, même plus en contact que certains professionnels de la santé, non? Et qui étaient là tous les jours. Et moi, je me demandais, mais qu'est-ce que mène ces personnes-là à venir, si tu veux, risquer sa vie, non? Dans un contexte où ce n'est pas trop clair c'est quoi les risques de se présenter au travail à tous les jours, pour un travail qui n'est pas célébré dans les journaux. Qu'est-ce que mène ces personnes-là à être là aujourd'hui pour servir des autres qui ont besoin sans trop savoir c'est quoi les risques pour elles, non? Moi, je trouve que peut-être la réponse à ta question, c'est vraiment une réponse, moi je dirais peut-être ça revient à une personnalisation, si tu veux, de la responsabilité de ce que chacun de nous est appelé à faire à tous les jours, à tous les niveaux, non? Comme chacun de nous a fait face à la pandémie, même sans aller à l'hôpital à travailler, non? De manière différente. J'ai vu une patiente l'autre jour qui me parlait du fait que elle avait ouvert un restaurant il y a 2 ans, non? Il a dû fermer à cause du fait que le business ne marchait pas, non? Et donc, on revoit à tous les niveaux. Et ces personnes-là, par exemple, ça m'a frappé beaucoup comment, même face à une crise économique, le fait d'avoir échoué son projet de carrière, son projet de vie professionnelle, si tu veux, mais est restée une personne libre qui était encore avec un regard positif sur les circonstances, qui se demandait qu'est-ce que ça va venir pour elle maintenant, non, après cette difficulté. Donc, je crois que ce que je veux dire est que peut-être je me rends compte que cette capacité de changer les choses, de changer la structure, cette créativité vient toujours d'une personnalisation de sa propre responsabilité face aux circonstances. Non, pas nécessairement
par le fait que la structure nous demande de faire une chose ou l'autre chose, non? Et en effet, toujours on s'attend, comme tu le disais, on s'attend que les autres nous disent quoi faire, non? Et d'une façon qu'on puisse se plaindre, si on n'aime pas ce que demander de nous, non? Et c'était pour moi l'occasion d'être là, sans filtre, de parler directement avec mon patron pour dire, je crois qu'on doit faire comme ça, on doit faire cette autre chose, on peut changer cet aspect-là. Et aussi, dernière chose, avec le désir toujours d'obéir à la réalité telle qu'elle se présente. Non? Par exemple, de demander aux patients, non? Comme nous pouvons avoir notre idée de c'était qui les patients qui avaient des besoins plus urgents de faire des chimiothérapies ou pour lesquels il était plus ou moins raisonnable de venir à l'hôpital ou qu'on pouvait contacter par téléphone, comme Marc le disait. Mais pour moi, c'était enthousiasmant aussi de partager cette discussion-là avec mes patients, non, plutôt que de prendre des décisions pour eux. Et des fois, il y avait certains patients qui, selon moi, c'était super sécuritaire pour eux de venir à l'hôpital, mais étaient complètement paralysés par la peur. Et alors, on a dû faire la télémédecine. Et des autres patients qui, même si étaient guéris de son cancer il y a 10 ans et qui n'avaient pas vraiment besoin de venir à l'hôpital, qui avaient besoin de venir, de se montrer, d'être regardés et qui demandaient une visite en présentiel, non, plutôt qu'en télémédecine. Non? Alors, ou même de discuter les pros et les cons de continuer une chimiothérapie versus not. Pour moi, c'était intéressant de faire ces discussions-là, d'avoir ces discussions-là avec les patients. Encore une fois, la personnalisation de la responsabilité, même pour les patients qui doivent répondre à leurs circonstances particulières d'avoir un cancer dans le contexte de la pandémie, qui semble être une chose totalement impossible à gérer. Non, déjà, avoir un cancer, ce n'est pas facile. Faire la pandémie n'est pas facile pour tout le monde. Les deux choses ensemble, ça semble être trop, non, a priori. Mais pour de discuter avec cette personne-là, pour voir comment ils voyaient leur situation, c'était quoi leur priorité, pour partager avec eux, non, les risques, les pros et les cons de faire une chose ou l'autre chose. C'était un aspect enthousiasmant, je peux dire. Marc, je parle aussi d'une chose que vous avez dite. Tu as dit, on est devenus amis avec les collègues. Mais c'est quand même incroyable qu'il faille attendre qu'il y ait une pandémie pour que vous deveniez amis avec vos collègues. Alors, est-ce qu'on a toujours besoin d'un ennemi pour se retrouver, pour être fort ensemble? Il n'y a pas une force à l'intérieur même de l'homme qui pousse justement à ce désir d'être amis, on va dire, entre collègues. Il a vraiment fallu qu'il y ait cette chose terrible qui arrive. Oui, il y a sûrement une force, mais parfois, cette force est distraite quand on est devant l'ennemi. Non, mais c'était pas que seulement le fait qu'on était ensemble, mais c'est qu'on il y a un désir, finalement un désir, pas chez tout le monde, encore une fois, ça revient à ce que Cristiano disait maintenant, la personnalisation de la responsabilité. Ça dépendait de la personne, mais il y avait un désir peut-être un peu plus évident de se rencontrer, parce qu'on travaillait ensemble, on était dans les mêmes disons, dans les mêmes murs de Zoom chaque jour, et tous les rencontres de Zoom finalement. Il y avait comme un désir, on fait ce voyage devant cet ennemi, disons, ensemble. Alors, il y avait chez certains plus que d'autres, finalement, le désir de se connaître et de regarder l'autre, finalement, qu'on n'avait peut-être jamais eu le temps de regarder. Donc, non, je ne pense pas que c'est une question de la circonstance qui s'est présentée à nous. Et en tout cas, moi, je remercie pour ce qui s'est passé, finalement, parce qu'il y a un pas qui a été fait dans certaines amitiés qui continuent, finalement, et on se regarde d'une façon toujours différente. En quelque sorte, c'est un ennemi qui devient un allié, en fait. J'ai bien compris un petit peu. En quelque sorte. Une occasion finalement oui. Mm-hmm. Alors, parlons un petit peu maintenant. Martha, tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Hein. Si tu penses qu'il faut faire préciser quelque chose, vas-y. Hein. Vous avez beaucoup parlé des rapports avec les malades. Alors, vous étiez passé à un rapport, on va dire, virtuel, à travers les... On ne pouvait plus les voir, Marc, tu as dit. Hein. Alors, je voudrais essayer de comprendre un petit peu ce rapport. Quel est vraiment ce rapport qui est né avec des personnes? J'imagine des personnes qui sont malades de cancer
Donc, ils sont déjà en train, en quelque sorte, de penser un peu, enfin, je ne dis pas la fin de la vie, mais elles pensent probablement, elles réfléchissent beaucoup au sens de la vie, à ce qu'il peut y avoir après. Enfin, c'est un moment sûrement très, très difficile. Et, et en plus, on leur annonce que, bon, en plus, il y a la pandémie. En plus, à l'intérieur de ça, ils vivent aussi un risque. Donc, je comprends le risque de pouvoir de tomber malade de la Covid et d'accélérer un petit peu cette déficience immunitaire qu'ils ont. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entrer en rapport avec ces personnes-là? Ça veut dire simplement être là, résoudre un problème, les guérir ou les soigner, ou bien c'est aussi un dialogue qui est plus que simplement de résoudre des problèmes médicaux. Oui, en effet, oui. Christian nous peut en parler plus peut-être, mais effectivement. Vous pouvez peut-être nous donner un exemple? Oui, mais finalement, une de mes tâches, c'est d'annoncer, comme tu disais, Jean-François, d'annoncer le cancer aux personnes qui viennent d'avoir un diagnostic de cancer du sein. C'est parfois ma tâche de les rencontrer. Donc, c'était évident que ces personnes-là, on ne faisait pas ça au téléphone. Les personnes, les femmes venaient et je leur parlais et c'était les personnes qui venaient à l'hôpital. C'était le minimum, ou disons, c'était clair que les nouveaux diagnostics, même s'il y en avait moins pendant la pandémie, un peu parce qu'il y avait moins de dépistage qui se faisait, mais quand même, comme je disais tout le temps, le cancer ne prend pas de vacances pendant la pandémie. Je les voyais et c'est sûr que le problème de la pandémie introduisait une certaine complexité pour les circonstances, la chimiothérapie ou pas. On prenait des décisions qui étaient différentes, comme disait Cristiano, créatives parfois, à place d'opérer certaines personnes, surtout les plus âgées. On leur donnait un médicament pour qu'ils prennent un médicament oral, non pas la chimio, pour qu'ils puissent prendre pendant quelques mois pour, en effet, diminuer, arrêter la progression de leur cancer pendant que les choses s'éclaircissaient, pendant que le temps arrivait. Donc, c'était une complexité nouvelle qui nécessitait effectivement une approche nouvelle aussi. Mais le rapport, finalement, il ne change pas dans un sens. C'est toujours la personne que tu as devant toi et, comme tu dis, qui a un diagnostic, un événement qui la bouscule, la bouleverse de façon très importante. Et tu es là avec toute ton humanité devant cette humanité et tu fais de ton mieux pour l'embrasser, pour la guider, pour l'informer. Et voilà, et tu continues, tu es là complètement. Donc, je suis pas sûr que je pense pas qu'il y a une différence dans la façon qu'on était avec la personne devant nous. C'est la créativité dont parlait Cristiano, c'était une façon de comprendre comment agir en fonction des risques des traitements et des risques de la pandémie. Mais ce contact-là était toujours, pour moi, il est toujours une occasion de rencontrer l'autre. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui. Cristiano, peut-être tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je peux donner peut-être deux exemples comme Martha l'a demandé. L'a exigé. Oui, elle a exigé. Il faut toujours que Martha soit heureuse. Oui, alors, le premier exemple, un exemple sur la télémédecine, non? Qui, comme Marc le décrivait, c'est une chose qui nous était un peu imposée de cette manière. C'était une demande réalistique, non? Qu'on juge c'est qui les patients, le suivi pour les patients qui ont peut-être des situations moins actives qu'on peut faire par téléphone, pour la sécurité des patients qui viennent et qui restent à la maison. Mais c'était de manière peut-être réactive. C'est pas la manière que moi j'aime traiter avec mes patients. Non, j'aime les voir, se parler, donner la main, les étreindre aussi.
Alors, c'était un peu bizarre pour moi de faire les choses par téléphone, non? Et donc, je me souviens bien les 20 journées que j'avais comme la liste des 10 patients appelés, j'avais comme aucune envie de le faire. Ça me semblait tellement plate, ça ne m'attirait pas du tout. Et sur la liste, là, il y a une note de ma secrétaire qui demande que ce patient-là a demandé que tu l'appelles tout de suite. Il a vraiment urgence de te parler. Moi j'étais un peu surpris, comme il était un vieux monsieur qui a un cancer de la prostate qui n'est pas vraiment trop actif. La dernière fois que je l'ai vu, ça me semblait aller bien. Donc, je ne m'attendais pas qu'il puisse avoir des problèmes. Non. J'étais un peu, oh my gosh, qu'est-ce qui se passe là? Alors, je l'appelle et le monsieur répond au téléphone. En effet, le monsieur est un peu sourd. Donc, quand il vient au rendez-vous, il a son appareil auditif. Mais je crois que quand il a répondu au téléphone, il n'avait pas l'appareil. Donc, j'ai dû crier « C'est Dr. Ferrario » 5 fois avant qu'il me reconnaisse. Et après qu'il m'a reconnu, tout de suite, oh my God, merci beaucoup, docteur, de votre appel. J'attendais de parler avec vous, ça me donne vraiment plaisir. J'avais vraiment besoin que vous m'appeliez. Quel plaisir d'entendre votre voix, comme 10 minutes comme ça. Je vous passe ma femme. Non? Donc, je parle avec sa femme, comment va-t-il? Non, elle va très bien, il était juste anxieux, comme il avait envie de parler avec vous, d'entendre votre voix. Il avait peur que vous ne l'appeliez pas. Il est tellement content maintenant, merci. Trac, non? Et moi, comme j'ai rien fait du tout, non? C'était comme, à ce que paraît, la visite, comme ça demandait le moins de ma capacité technique en tant qu'oncologue pour cibler les traitements ou faire le diagnostic à la Dr. House. C'était vraiment comme un appel d'amitié, si tu veux, non? Mais je dois te dire, cet homme-là m'a donné vraiment une leçon d'humilité. Non, j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit, mais moi, combien de fois dans ma journée ou dans ma semaine, ou au milieu de toute la pandémie, j'attends que quelqu'un m'appelle, non, de la manière que cet homme-là attendait cet appel-là, non? Comme on l'a dit au début, cette circonstance-là de la pandémie, peut-être c'était plus facile pour nous de la reconnaître comme un appel, si tu veux, comme une possibilité de répondre à une circonstance. Mais on peut perdre cette position dans les analyses des choses qui ne fonctionnent pas ou qui nous déplaisent ou tous les autres aspects secondaires, au lieu qu'avoir la simplicité de cet homme-là qui ne peut même pas écouter les résultats de sa prise de sang, comme il n'avait pas même l'appareil auditif, mais juste le fait de savoir qu'il était appelé à ce moment-là l'avait rassuré assez. Donc ça aussi beaucoup, si tu veux, dans sa simplicité, ça me rappelait c'est quoi vraiment l'art de la médecine, non? Encore en première que de donner les bons médicaments, non? Mais d'être là, non? Même d'être là d'une manière qui me semblerait a priori trop loin, trop abstrait, trop pas empathique, mais qui pour ces personnes-là dont la priorité est de ne pas être abandonné, non? D'être accompagné, de savoir qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe pour lui ça suffisait, non? Et donc, c'était une bonne leçon d'humilité pour moi. Le deuxième exemple que je voulais donner est, pour moi, en regardant les patients, non, la chose qui me déplaît le plus, si tu veux, est comme, même pour les patients qui n'attrapent pas la COVID, non, l'expérience des soins à ce moment-là, une expérience de solitude, non, un peu plus grande qu'il était d'habitude, dans le sens que justement à cause du fait, dans le but d'essayer de réduire le risque de contagion pour tout le monde, non, les patients doivent venir seuls au rendez-vous, ils viennent seuls pour faire la chimiothérapie. S'ils sont hospitalisés, souvent ils passent plusieurs journées seuls, non, dans un lit d'hôpital. Des fois, s'il y a un outbreak quelque part à l'hôpital, ils peuvent pas même sortir de leur chambre, non, où les visiteurs peuvent venir les voir juste 1 heure par jour, non. Et ça, c'est des personnes des fois qui ont une atteinte de vie limitée, non, qui peut-être ils vont pas mourir de la COVID, mais leur cancer menace leur vie de manière très réelle, non. Et peut-être ils passent 1 mois à l'hôpital, qui est le dernier mois de 2 mois qui lui reste, non, dans une situation de solitude qui semble être vraiment injuste, qui semble rajouter de la souffrance qui n'était pas nécessaire selon mon jugement ou ma petite vision des choses, si tu veux. Et l'autre chose est que, aussi que, comme je le disais auparavant, moi, en tant qu'Italienne, moi, j'aime bien les contacts,
je suis amical avec mes patients. Et même les patients qui ont le luxe de venir à la clinique, non, ils viennent, on a la masque, on garde les 2 mètres de distance, on ne se touche pas, on ne s'embrasse pas. Non, et moi, j'ai dû faire, surtout au début de la pandémie, il y avait 2-3 patients que j'avais suivis pendant plusieurs années, que j'ai vraiment, que j'aimais de manière très, très particulière. Et pour lesquels les choses se sont compliquées dans les premiers mois de la pandémie. Et donc, on a dû faire comme ce qu'on appelle toute une discussion à propos de la fin de vie qui s'approchait, de la décision d'arrêter les traitements, comment faire le passage en soins palliatifs, non? Et c'était des discussions très particulières, comme même cette distance physique, si tu veux, qui m'était imposée, non, de garder ces 2 mètres entre moi et l'autre personne que j'avais vraiment en voie de étreindre, de toucher, d'embrasser, mais je ne pouvais pas le faire, non. On devait discuter de ce moment tellement particulier dans leur parcours, dans leur vie, en gardant une certaine distance, non, et même par la masque qui couvrait le visage. Alors, la petite découverte que j'ai faite là est qu'en premier, les yeux parlent beaucoup. Non? Les yeux peuvent sourire, les yeux peuvent embrasser, les yeux peuvent vraiment toucher la personne, même en gardant cette distance de 2 mètres. Et aussi, c'était un peu comme si cette distance-là qui était un peu forcée pour moi, ça m'a forcé à récupérer une certaine distance, si tu veux, même dans mon cœur face à cette personne-là, qui n'était pas à moi de sauver, qui n'était pas à moi de résoudre tous leurs problèmes, que je suis en train de faire face à un mystère qui me débordait de toute manière et que peut-être garder une certaine distance pouvait être une position, même dans mon corps, qui était plus raisonnable que les tentatives un peu ridicules, non, de ça va bien aller, je sais pas quoi, non, de donner un espoir cheap, facile, fausse, qui ne tenait pas compte du fait que face à moi, il y avait un mystère qui se déroulait, qui encore une fois n'était pas à moi de déchiffrer ça et de résoudre ça. Donc, c'était un peu la découverte pour moi, qui était un peu douloureuse, surtout, comme je disais, pour certaines personnes que j'aimais beaucoup et que pendant plusieurs années, j'avais même peut-être imaginé, si tu veux, d'être là pour eux quand ils vont mourir, non? Et le fait parfois de ne pas être capable d'être là physiquement comme je l'avais imaginé, c'était d'une manière une mortification, un sacrifice, mais aussi peut-être une possibilité pour moi de le confier à Dieu, au fond, de le confier à quelqu'un de bien plus grand que moi qui puisse les accompagner et combler leur vie, non, même dans une situation qui semblait être de solitude injuste pour moi. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très, très clair. C'est très, très clair. Merci beaucoup. Je voudrais que Marc aussi peut-être nous dise quelque chose sur ce thème-là du rapport entre le médecin et le malade. Marc, tu as utilisé un mot très dur au début. Quand tu parlais, tu as parlé de trier. Moi, j'ai en mémoire très fort un médecin de Milan qui racontait comment le matin, il devait décider quel patient ils allaient sauver ou pas, quel patient ils allaient mettre sous respiration artificielle. Bon, je pense que toi, quand tu parles de trier, tu parlais d'une autre chose. Tu parlais de trier les opérations à faire pour qui c'était important ou pas. Mais je voudrais comprendre un peu comment se joue alors le rapport avec le patient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé durant cette période plutôt spéciale pour toi dans ton travail? De mon côté, de côté des autres, de mon côté, juste avant la pandémie, j'avais séduit quelques opérations pour quelques patientes et j'avais déjà commencé un rapport avec ces patientes. Et tout à coup, bam, c'était plus possible. Évidemment, les patientes étaient anxieuses. Et là, on essaie de trouver une solution. Et ça se donnait que l'hôpital, qui est pas loin, un plus petit hôpital qui était pas loin de l'hôpital juif, lui, il continue à fonctionner.
Donc, une des choses qu'on s'est rendu compte à un certain moment, c'est que c'était peut-être une idée de transférer ces patientes à un autre chirurgien, une autre chirurgienne qui pourrait les opérer plus vite. Et voilà les conversations qui commençaient. Et c'est parfois difficile de faire ces décisions et aussi pour les patients d'aller à un inconnu maintenant pour continuer le traitement. Quand tout était déjà préparé, il y avait un rapport, etc. Donc, mais c'est effectivement pour le bien de ces patients qu'on avait cette conscience que c'était pour le bien qu'on faisait ça et on l'a fait au début. Jusqu'au point qu'on a essayé même de voir si on pouvait opérer dans ces autres hôpitaux. Mais finalement, du côté administratif, c'était trop difficile. Pour des raisons politiques, c'était trop difficile, donc on n'a pas pu. Mais c'était, encore une fois, une des parts de la créativité dont parlait Cristiano. Mais là, encore une fois, ces distances aussi dont parlait Cristiano rentraient en compte. D'un autre côté, c'est clair que pour décider des opérations, il y avait des chirurgiens qui, tu le sentais, qui avaient un rapport avec certaines personnes et que c'était plus important peut-être, ou très important pour eux de trouver une place pour certaines personnes que d'autres. Il y avait ce rapport et c'est évident, cette chose-là. Et tu ne pouvais pas passer à côté parce que c'était là. Et donc, avec certains médecins, tu parlais, voilà, cette patiente-là, vraiment, il faut qu'on l'opère pour multiples raisons. Et ça rentrait aussi, ça valorisait, disons, ce rapport, encore une fois, qu'il y avait entre le médecin et son patient. Donc, c'est peut-être deux exemples qu'on a vus au début de la pandémie, surtout. Merci beaucoup. Bien, écoutez, il nous reste encore 15-20 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et les poser. Ou bien aussi sur Facebook, vous pouvez en commentaire écrire vos questions. C'est l'occasion. Alors, tout le monde est timide. Alors, non, j'étais beaucoup frappé parce que quand tu parlais d'être avec toute son humanité devant une humanité, en fait. Je ne sais plus qui a dit ça, félicitations, mais je ne sais plus qui les a dit. Mais en fait, c'est un peu tous les deux, vous avez parlé de ça, en fait. Voilà. Et puis, j'étais aussi touché par, vous avez parlé des découvertes que vous avez fait sur vous-même, en fait. C'est ça qui est très intéressant aussi. C'est comme si on était appelé à faire un cheminement personnel et à découvrir de nouvelles choses. Alors, il y a Granata qui veut parler, Si, je pense. je voulais juste te demander par rapport à cette spontanéité et enthousiasme du milieu médical et administratif, comme ça, qui accompagnait la première vague. Et puis, je voulais savoir si c'était la même chose pour la deuxième vague ou il y a des choses qui ont changé, les gens se sont un peu retirés. Parce que, par exemple, ici en France, ils ont vraiment vu une grande différence entre cet enthousiasme de la première vague par rapport, disons, aux gens qui étaient en première ligne et après, par rapport aussi à questions peut-être plus aussi politiques, etc., que les gens se sont plutôt retirés et que cet enthousiasme n'est pas resté pour la deuxième vague. Donc, je voulais savoir comment c'est passé chez vous. Je vais commencer peut-être, Cristiano. Il y a une fatigue après cette première vague, une énorme fatigue. Beaucoup de personnes qui ont eu de la misère, ceux, par exemple, ou ceux et celles qui ont été délestés sont allés travailler ailleurs, ont eu la difficulté parfois à se réintégrer au travail qu'ils avaient avant. Jusqu'au point que la salle d'opération, quand on était dans le creux entre les deux, il nous manquait toujours du personnel. Et c'était surprenant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'infirmières ou d'autres personnes au bloc opératoire qui étaient brûlées, qui étaient vraiment fatiguées par ce qui s'était passé. Donc, on a commencé avec, disons, une plus grande appréhension peut-être. Tout le monde parlait de cette deuxième vague. On savait qu'elle s'en venait. Il y avait comme une fatigue et une appréhension qui était peut-être plus grande. Au début, il y avait comme beaucoup d'adrénaline qui est sortie. Il y avait
comme il y avait un ennemi, une guerre, etc. On était plus on s'était adapté un peu à ce qui s'était passé. On connaissait un peu plus ce qui allait peut-être se passer, mais on dirait qu'il y avait comme une plus grande fatigue. Le personnel surtout était fatigué, vraiment fatigué. Donc, ça c'est la première chose. Donc, on a abordé cette deuxième vague déjà avec un pas, disons, en arrière. Et c'était plus difficile au départ. D'un autre côté, on avait appris, on avait cheminé quand même pendant ce temps-là. Et peut-être, et je ne sais pas, peut-être on était aussi plus adaptable, c'était plus facile peut-être de faire les changements qu'il fallait faire parce qu'on savait qu'on allait être bouleversé. Donc, c'est un peu ce que je peux dire de mon côté, Cristiano. Je suis d'accord avec toi à 100%, dans le sens que peut-être au début, il y avait comme l'adrénaline, même, oui, c'était même un peu à la mode, si tu veux, non, même pour les résidents, les internes, les médecins, de dire, oh, je vais faire la COVID, je vais voir la COVID, je vais aider pour ce patient-là, non. Et un optimisme qui était peut-être avec des raisons qui n'étaient pas trop claires hein, à ce moment-là. Je suis bien d'accord avec toi qu'il y a la fatigue maintenant qui revient, mais ce n'est pas seulement pour les médecins, c'est pour tout le monde. Je crois que tout le monde ici est fatigué de la pandémie, non? À tous les niveaux. Donc, d'une certaine manière, on n'est pas dans une situation différente que vous autres ou les personnes qui sont pas dans le domaine hospitalier. Moi, je trouve que quand même, cette fatigue-là, d'une manière, est utile, non? Pour vérifier vraiment au fond c'est quoi les raisons de cet optimisme-là qui puisse durer dans le temps. Et c'est comme si la fatigue enlève toutes les raisons partielles, non? Et nous oblige à des raisons réelles pour lesquelles on fait les choses. En effet, pour moi, c'était très évident que comme cette pandémie-là, malheureusement, a exposé toutes les faiblesses au niveau personnel, au niveau de mes collègues, au niveau de la structure, au niveau du système de santé, non? Et c'est faute à personne. On sait bien, même si on l'oublie, que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas capables de construire des systèmes parfaits. Et c'est comme la pandémie a révélé de manière plus douloureuse les faiblesses aussi de notre système à plusieurs niveaux. Entre autres, pour moi, c'était très douloureux de voir la situation difficile chez les maisons pour les personnes âgées, non? Où ils ont manqué vraiment du personnel de manière dramatique, non? Et le personnel manquait à cause, je crois, d'un manque d'idéal, non? À un moment donné, pour faire un travail comme celui-là, il faut... Moi, je me suis rendu compte qu'il faut un idéal clair. Il faut savoir que on répond à quelque chose de plus grand de nous dans ce que nous faisons, non? Pour avoir l'enthousiasme après un an, non? D'aller dans une situation complexe, douloureuse, difficile, comme celle, par exemple, de les maisons pour les personnes âgées, non? Et ce n'est pas le salaire qui peut être augmenté d'une manière qui rend le travail appétible ou intéressant pour y aller. Ce que je veux dire est que peut-être cette fatigue-là est de manière, c'est comme si la réalité a la tête dure au fond et nous oblige dans le temps à vérifier c'est quoi vraiment les raisons pour lesquelles qui peuvent nous soutenir, non, dans ce que nous faisons. Une autre chose que j'ai découvert, moi, par exemple, était qu'au milieu de ces fatigues-là, pour moi, c'était très intéressant qu'il y avait comme un groupe de nouveaux résidents qui venaient à commencer leur training en oncologie, non? Et donc, au milieu de la pandémie, au milieu de toutes les difficultés de planifier les choses pour les patients et pour nous-mêmes, avec ma fatigue qui commençait à surgir, non? Il y a ces trois visages qui commencent avec l'enthousiasme de quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau avec toute l'envie d'apprendre une profession pour la vie, non? Qui se présente à tous les jours, prêt à travailler et qui nous demande, non, de leur montrer
qu'est-ce que nous faisons là-bas? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Comment tu fais ton travail? Et au plus, implicitement, si tu veux, pourquoi tu aimes ton travail? C'est quoi la manière que tu aimes faire ton travail? Non? Donc, c'est comme si, même pour moi, c'était au fond, une petite, comme la charité de Dieu, si tu veux, qui m'a offert ces 3 visages-là très concrets à tous les jours pour me rappeler, pour me demander à moi-même, non? Pourquoi aujourd'hui je veux être là à faire ce travail? C'est quoi que je gagne aujourd'hui, après un an de pandémie, encore en faisant tout ce que je fais à tous les jours? Je pense que c'est clair. Oui, très clair. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me pose une autre question? Parce que alors, nous, on s'est dit au début de notre rencontre, on a dit. Oui, Marie-Agnès, peut-être, vas-y. Oui, tout à l'heure, Cristiano, tu parlais de l'humilité là, par rapport à cet appel avec ce vieil homme. Mais aussi, enfin, vous êtes en oncologie, mais par rapport aux gens qui sont vraiment sur les soins de la Covid, avec toutes ces questions diverses et variées qu'il y a eu sur comment soigner. Bon, on a actuellement le vaccin qui semble une solution, mais reste une maladie qui est plus accompagnée que soignée aujourd'hui, alors qu'on a une médecine très technique qui a fait enfin, entre guillemets, des prouesses pour soigner beaucoup de choses. Là, on a l'impression qu'on fait compagnie, qu'on met des respirateurs, mais il n'y a pas vraiment un soin. Enfin, voilà. Donc, comment le monde médical, d'un coup, découvre qu'il y a une maladie qui est un peu différente et pour laquelle il ne peut rien faire, mais pas grand-chose en termes pour guérir, quoi. Peut-être, je peux commencer, si tu me permets, Cristiano. Sur les étages COVID, on a demandé aux médecins de se porter volontaire pour aider. Quand on a ouvert les 100 lits éventuellement, puisqu'il y a beaucoup de chirurgiens qui travaillent beaucoup moins, par exemple, on leur a demandé, c'était de façon volontaire, de voir s'ils étaient intéressés à passer une semaine à la fois sur les étages COVID pour s'occuper de ces patients. Donc, il y avait toutes sortes de médecins qui n'étaient pas spécialistes de maladies infectieuses, des chirurgiens cardiaques, des chirurgiens généraux, des biochimistes cliniques, etc., qui allaient là passer des semaines à s'occuper de ces patients. Et c'est incroyable, mais certains de ces médecins ont écrit des lettres suite à ces semaines qu'ils ont passées là. Des lettres où ils ont souvent redécouvert le sens de la médecine, le sens de qu'est-ce que ça voulait dire. Parce qu'effectivement, comme vous dites, il n'y avait pas tellement d'autres choses à faire qu'à accompagner ces patients, de faciliter un contact avec la famille, d'ajuster les quelques médicaments qu'il y avait. Il n'y avait pas grand-chose à ajuster. Je l'ai fait aussi une semaine. Ce n'était pas un énorme travail intellectuel, médical. Il y avait la technologie, effectivement, soins massifs, peut-être oui, mais pas sur les étages. Mais c'était un rapport humain qui s'installait. C'était un accompagnement. Et c'est incroyable comment plusieurs ont reconnu que, effectivement, c'est l'essence de la médecine. Ce n'est pas une chose qui est à côté, qui s'ajoute, mais c'est the core, comme on dit. C'est l'essence, c'est la raison d'être de la médecine. Alors, c'était vraiment une très belle chose pour plusieurs de ces médecins qui sont allés faire du volontariat aux étages COVID. Donc, la question est excellente et c'est effectivement l'expérience de plusieurs qui ont redécouvert le sens de leur profession, de leur vocation finalement. Cristiano. De ce que vous racontez, c'est étrange parce je me trouve un petit peu, enfin, si je dois faire une citation biblique, je dirais, c'est un peu comme le Christ au Gethsémani qui dit « Éloigne ce calvaire de moi ». D'un côté, on se dit « Ok, on apprend quelque chose, à travers ces circonstances douloureuses, on est en train de faire un cheminement. D'un autre côté, on voudrait que ces circonstances n'existent pas. » Et je me retrouve un petit peu là entre les deux choses, sans arriver en me disant, bon, je préférais qu'on n'ait pas toutes ces difficultés-là. D'un autre côté, on arrive à les transformer pour apprendre quelque chose en même temps. Voilà, je me pose ces questions simplement. Je sais pas, je vous les pose à vous aussi, mais je pense que c'est
probablement dans la nature humaine aussi, où on voudrait éviter les difficultés. D'un autre côté, les difficultés parfois sont une occasion pour apprendre quelque chose. Voilà. Un petit peu de morale à la fin, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que quelqu'un va encore poser une question? Oui, j'ai j'ai une petite réflexion. Parce qu'en ce moment, avec ce virus, je suis hyper allergique aux mots durs, aux mots négatifs. Donc, si je ne me trompe pas tout à l'heure, Jean-François, toi, tu as employé un mot ennemi en parlant des confrères. Alors, j'ai réfléchi un petit peu. Au début, j'ai pensé à ce virus. On dit que lui ou elle, c'est notre ennemi. Mais après, je me suis dit, c'est un messager. En fait, c'est peut-être un ennemi des êtres humains, mais si à l'origine, ce sont les êtres humains qui mangent n'importe quoi, des poulaillers ou des chauves-souris, ou ce sont les êtres humains qui font n'importe quoi dans les laboratoires. Donc, ce virus est venu ici pour nous dire qu'il faut un peu de respect envers les autres créations ou créatures de Dieu. Donc le mot ennemi ne marche pas avec le virus. Ensuite, j'ai pensé aux médecins. Sincèrement, je crois aucun moment ils se considèrent comme ennemis ou ils ont des comportements qui peuvent associer à ce mot. Parce que, en fait, ce virus nous a rendus égalitaires. Personne, aucun professionnel qui peut se donner une casquette qui se disent, moi, je suis spécialiste de ce virus. Donc, avec tous nos professionnels de médecine qui sont à la fois exigeants envers eux-mêmes, mais en même temps envers leurs confrères. Donc, c'est peut-être pour ça ils sont moins consciemment fraternels, comme en ce moment, ils se comportent, ils se parlent plus avec une égalité parce que devant ce truc inconnu, tout le monde essaie d'apporter un petit peu aide. Donc, je suis plutôt contente que les gens, même entre infirmières, tout le monde qui travaille dans la santé, sont comme des frères et sœurs. Donc, c'est le mot fraternité. Et le dernier, je pense, c'est la créativité. Ça, j'aime beaucoup le début de Cristiano, parce que tout d'un coup, tous les scientifiques sont comme des artistes. Donc, quand j'imagine comment ils inventent les vaccins dans le monde entier, puis c'est aussi un sujet en ce moment qui m'intéresse un petit peu. Grâce à ce virus, je parle beaucoup plus avec mon père, qui est un scientifique en Chine. Athée. Donc, moi, je lui parlais de croyance, de prière. Lui, il me parlait de la science. Et surtout, en ce moment, il y a un gros débat même en Chine de la bioéthique. Donc en tout cas, pour conclusion, je pense que ça me fait penser à ces trois mots de valeur tricolore, la liberté, l'égalité et fraternité. Même si le côté triste pour moi, c'est que quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, même devant ce virus, il n'y a pas vraiment l'égalité sur Terre. Parfois, ça me fait tellement mal au cœur. Quand on voit, au Canada, on est très chanceux, on a de l'argent qui peut s'acheter des vaccins, même si on n'est pas autonome. La prochaine fois, il faut penser à se produire des vaccins nous-mêmes. Mais quand je pense dans des pays plutôt de l'Amérique du Sud ou même aux États-Unis, la façon dont on traite les gagnes de Donald Trump et tous les autres, on n'est pas dans le mot légalité. Donc, voilà, un peu de réflexion. Je te redonne la parole. Merci beaucoup, Zoé, merci beaucoup. J'avais bien conscience que j'utilisais un mot fort en exagérant, en parlant d'ennemi, mais j'avais aussi en tête, en fait, une déclaration de notre évêque, ici, moi je suis à Moscou, qui parlait de notre sœur, la pandémie. Donc, un peu en faisant référence au cantique des cantiques, hein, que toutes les choses, en quelque sorte, peuvent nous être sœurs, et le gel, et la pluie, et le froid, etc. Et même, en quelque sorte, et je pense que c'est un peu ce dont on a parlé un peu ce soir, que même un événement comme ça, en quelque chose, peut nous
provoquer et nous faire changer, en fait. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut encore ajouter quelque chose. Moi, j'aurais peut-être une petite question encore, mais de curiosité, peut-être à Christiane. Je voulais comprendre, puisque tu fais donc de la recherche, je lis dans ta biographie que tu es impliqué dans plusieurs essais cliniques. Alors, phase 1-3, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour faire de la recherche? Et bon, est-ce que ces recherches-là, aujourd'hui, vraiment en temps de Covid, est-ce qu'on peut encore faire des recherches? Et est-ce qu'il y a quelques avancées aussi dans la recherche sur le cancer, puisque c'est aussi quelque chose qui nous touche tous, je pense. Oui, la réponse est oui. En effet, on a plusieurs... c'est vrai que quand même, il faut qu'on tienne compte du contexte, non? Donc, même au niveau de l'hôpital, le comité d'éthique qui donne l'approbation pour les plusieurs essais cliniques qu'on veut essayer à l'hôpital, ils donnent la précédence aux études pour la COVID où ils ont ajouté une question à propos de la faisabilité en temps de COVID, non? Donc, s'il y a des protocoles de recherche qui peut-être sont moins essentiels pour les patients ou qui donnent des médicaments qui sont trop dangereux, trop complexes, qui demandent une hospitalisation, on peut peut-être ne pas les favoriser, comme on va plutôt accélérer l'approbation des protocoles qui proposent des médicaments dont on s'attend une bonne activité avec des coûts raisonnables en termes de toxicité ou de risque pour les patients. Comme je te le disais, moi, je crois profondément dans la recherche clinique comme une possibilité pour les patients c'est ma passion de proposer ça pour les gens qui, me semble, peuvent en bénéficier. Mais c'est sûr que ce serait quand même la passion, le désir, ce que j'ai fait jusqu'à hier, non? Si je continue à le faire de la même manière sans tenir compte du contexte, ça devient un peu plus abstrait, un peu plus idéologique, je dirais aussi. Donc, une passion qui est ma passion depuis toujours, depuis longtemps, non? Si je ne tiens compte pas du contexte dans lequel je fais les choses, ça devient une idéologie, ça aussi. Mais moi, je crois en général, non, qu'indépendamment de la pandémie, si tu veux, il y a plusieurs protocoles de recherche qui peuvent aider nos patients à vivre plus longtemps ou mieux. Et c'est toujours une discussion très intéressante à avoir avec les patients aussi, qui d'une manière très généreuse, non, dans leur consentement, décident de participer à des protocoles avec toutes les incertitudes, non, que ça implique. Donc, même justement dans le contexte de la pandémie où tout le monde est choqué par la nouvelle conscience de l'incertitude qui est peut-être une partie de la vie qu'on avait oubliée. C'est comme mes patients m'ont déjà un peu habitué à vivre avec l'incertitude de soi et non, d'avoir un cancer en première, aussi de décider de participer à un projet de recherche qui ont fait souvent même de manière, si tu veux, généreuse, non, pour aider même la communauté des autres patients qui vont bénéficier des résultats de l'étude en question. Merci beaucoup. Je laisserai le mot de la fin à Martha, puisqu'elle est locale, elle est du Canada. Peut-être, si tu veux souligner quelque chose de ce qui a été dit, si tu le désires, hein, ou bien encore approfondir un des thèmes qui était abordé, c'est l'occasion. Je pense que ce qui m'a vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé d'aujourd'hui, c'est qu'on a eu l'occasion de voir qu'en fait, il y a la possibilité, au contraire de ce qu'on nous fait croire, qu'en fait, être un bon médecin, c'est pas nécessairement être détaché d'un point de vue affectif par rapport aux propres patients. Au contraire, c'est tout simplement apprendre à les aimer d'une manière différente selon la réalité et selon ce que la réalité demande de nous, quoi. Et je pense que c'est très intéressant aussi de voir qu'en fait, soigner les patients, ça devient aussi la possibilité de connaître le patient mieux, les propres collègues mieux et connaître soi-même aussi en même temps et évoluer dans la manière de soigner les patients. Donc, je pense que c'est aussi, dans tous les exemples que vous nous avez donnés, ça a aussi montré qu'en fait, la rigidité ou les règles peuvent nous servir, mais ne suffisent pas. Qu'en fait, au centre du regard
que vous avez sur votre patient, il y a beaucoup plus de vérité dans la manière de faire face à la réalité. Donc, je pense que c'est aussi vrai pour nous dans toutes les choses qu'on doit faire. Je suis très, très heureuse que vous étiez avec nous et je suis très, très contente qu'on a tous eu l'occasion de vous entendre aujourd'hui. Oui, merci beaucoup Marc, merci beaucoup Christian. Donc, je pense que effectivement on repart avec peut-être un slogan qui a été dit mais qui reste vrai pour nous, c'est quand vous avez parlé de la personnalisation de la responsabilité. Voilà, c'est ce que vient de dire Martha en fait maintenant. Et ça n'a rien à voir qu'on soit médecin, qu'on fasse n'importe quoi, qu'on soit mère au foyer ou qu'on soit étudiant. On est appelés tous à faire nôtre la responsabilité dans ce monde. Voilà, merci beaucoup pour cette soirée. J'ai juste une annonce à vous faire pour conclure. C'est la prochaine rencontre que nous aurons qui sera aussi un samedi soir. Donc, ce sera le samedi 27 mars, le dernier week-end du carême, aussi à 20h heure de Paris, et qui sera avec un prêtre qui s'occupe des chrétiens en Terre Sainte, à Jérusalem, qui s'occupe des communautés hébraïques ou des personnes qui sont converties de partie de l'hébraïsme. Bref, nous allons le rencontrer, connaître exactement ce qu'il fait. Et notre désir, c'était de porter un peu d'attention aux chrétiens en Terre Sainte, justement, avant la Pâque. Et donc, c'est pour ça que 27 mars, à 20h heure de Paris, nous ferons cette rencontre à laquelle vous êtes tous invités. Marc, un tout grand merci. Christian, un tout grand merci d'avoir passé la soirée avec nous. Martha aussi. Merci à vous. Merci. J'arrête ici notre live sur Facebook.